Chers téléspectateurs de Wafrica TV, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons dans cette troisième série avec le professeur Chanda au sujet de la crise entre l'OTAN et la Russie. Vous qui avez regardé la dernière émission, vous avez bien vu sa précision, qu'il n'y a pas de conflit entre l'Ukraine et la Russie, il y a un conflit entre l'OTAN mené par les États-Unis et la Russie. Bonjour professeur. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Je vous en prie, tout le plaisir pour moi. Je vous en prie, merci pour tous ces éclaircies que vous nous apportez pour que nous puissions être à la hauteur de nos travaux, à la hauteur de nos recherches. Merci pour tout le bien que vous accordez au monde universitaire en ce sens-là. 40 jours de guerre, ça n'avait pas été prévu comme ça. Ça dure quand même. Qui a dit que ça n'avait pas été prévu comme ça? Vous étiez dans les plans de la Russie? Pas du tout. Alors, je crois que s'il y a une autre précision importante, il faut que les gens se départissent des médias occidentaux, Oui. qui d'ailleurs, eux-mêmes aujourd'hui, beaucoup de voix commencent à s'élever pour reconnaître qu'ils ont abusé. Oui. Déjà, je vais vous surprendre. Il n'y a même pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il n'y a même pas une guerre entre la Russie et l'OTAN. Il y a une guerre entre un monde ancien, très arrogant, condescendant, violent même, égoïste, raciste et insultant, avec les aspirations d'un nouveau monde. On sait comment on commence une guerre, on ne sait jamais comment on la termine. C'est très important, c'est la première des choses. La deuxième, je dois vous dire que la société est dans tous ces différents rapports humains, parce que les rapports entre les nations, ce sont également des rapports humains. La société est en permanence en guerre. L'usage des armes, la transgression des frontières et les morts en série ou en masse ne sont qu'un aspect en réalité. Il y a tous les morts, victimes des injustices sociales, des ordonnancements sectaires entre les nations et dans les nations. Donc ne faites pas de la guerre, je regrette d'être cynique, ne faites pas de la guerre quelque chose d'exceptionnel, ou ne faites pas d'un conflit armé ouvert ou des moyens modernes de destruction de masse sont utilisés, quelque chose qui doit surprendre le commun des mortels. Donc abandonner cette idée de 40 jours ou de prévision, et ainsi de suite. La seule prévision qui compte dans la confrontation entre les nations, c'est le point culminant de la réalisation et du triomphe de leurs intérêts nationaux. Voilà, en réalité, c'est le seul timing. Et à ce propos, seuls les États sont en mesure de vous dire à quel moment, par quels moyens, par quelle voie et jusqu'à quel niveau ils estiment que leurs intérêts nationaux ont été sauvegardés, préservés et surtout compris. Ça renvoie à la relativisation du temps de la guerre et surtout des analyses sur le déroulement de la guerre. Il y a des guerres dans la guerre. La guerre est par définition un conflit ouvert
l'étalage public de dissensions entre des intérêts qui ne convergent plus, qui se combattent ou qui se disputent. C'est tout. Il ne faut pas en faire un grand mystère. Il y a beaucoup de guerres en cours. Israël et le Liban sont en état de guerre. Il y a la guerre au Yémen. Les États-Unis sont en guerre contre Cuba depuis 1960. Ça fait très longtemps. Les Noirs en Afrique du Sud ont été en guerre contre les Boers, au régime d'apartheid, pendant près de 400 ans. L'Afrique francophone est en guerre contre la domination française. Le Venezuela est en guerre contre les États-Unis. Israël est en guerre avec les Palestiniens. En Syrie, le tiers, à peu près le 1/5 du territoire, continue d'être occupé par des forces américaines, illégalement, qui exploitent du pétrole et les exportent. Ils l'exportent. Et ça, sont les États-Unis et leurs alliés. En Afghanistan, les armes ne se sont pas encore tues. La Libye est toujours en guerre. On n'a pas encore pu refaire la Libye. Ceux qui ont détruit la Libye ne savent plus comment refaire la Libye ou ne veulent même pas que ce soit encore un État. Voilà la réalité. Dans cette histoire, ce qu'il faut craindre, c'est qu'en réalité, on ait construit un scénario et une scène pour faire souffrir les peuples. Mais la grande révélation, c'est peut-être que on comprend mieux aujourd'hui ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle, continue d'appeler à tort, système international. Et qui manifestement ne sied plus avec les attentes des peuples, la maturité des peuples. Que les peuples ont atteint. Voilà. Pour ça, est-ce qu'on peut considérer que, comme vous l'avez dit dans un titre d'ailleurs, qu'il faut reformer complètement la gouvernance mondiale? D'abord, effectivement, je crois que il y a une relativisation à faire, d'ailleurs, quand on parle de gouvernance mondiale. Ça supposait le plein pied dans ce qu'on a appelé la globalisation et la mondialisation. Ça supposait également, et ça suppose toujours sans doute, la mise en exergue des mécanismes de la coopération internationale, la coexistence pacifique des nations, et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, résultant des grands principes arrêtés lors de la création de l'Organisation des Nations Unies à San Francisco en 1945. Ce qu'on oublie bien souvent, c'est que San Francisco n'était qu'un point d'aboutissement. Il a fallu d'abord les négociations de Potsdam, Yalta, et ainsi de suite, pour qu'on en arrive à la création des Nations Unies en 1945. Un certain nombre d'accords ont été convenus à ce moment-là entre les grandes puissances. Quand on dit les grandes puissances, ce sont celles qui avaient permis le retour à la paix et la victoire contre le régime hitlérien. Bon, je dis, donc j'estime aujourd'hui que les ambitions n'étaient pas très différentes de celles des États-Unis d'aujourd'hui. L'Amérique s'est construite sur la logique de dominer le monde et de déplacer à partir de
l'île, la grande île qu'elle constitue, des moyens d'action, d'intervention, de domination et de soumission des peuples aux quatre coins de la planète. D'ailleurs, la structuration des forces armées des États-Unis le prouve à travers l'accent sur des porte-avions qui sont en réalité des plateformes, pratiquement des villes entières, avec des armes sophistiquées, à travers les mers ou surtout les mers et océans de la planète. Mais critiquer les États-Unis ou l'Occident serait faire un très mauvais procès, parce qu'en réalité, la logique des nations, c'est la quête de la prééminence, en réalité. Donc, quand on parle de gouvernance mondiale, c'est simplement la structure d'une conciliation des intérêts, d'une tolérance des positions des uns et des autres, et par conséquent, l'édiction de quelques normes qui puissent servir de base consensuelle pour évoluer, pour commercer, pour se parler, et ainsi de suite. Il n'y a pas réellement de... D'ailleurs, s'il saurait exister une vraie gouvernance mondiale au sens d'un consensus définitif sur des normes de coopération entre les États, parce que la prévalence de la compétition des intérêts élimine toute possibilité de créer une situation de paix permanente, de créer une situation d'entente permanente. Vous vous rendez bien compte que chaque fois qu'un État a estimé que les normes considérées comme internationales et même consensuelles n'arrangeaient plus, ne correspondaient plus à ses intérêts de base ou à la mutation de ses intérêts à un moment donné, cet État se dissociait et disait non. D'ailleurs, ça figure dans l'ADN de l'ordre international conçu en 1945. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple dans le statut de la Cour internationale de justice une disposition qui dit que les États ne sont pas automatiquement membres du processus de la Cour internationale de justice. Les États font une déclaration d'acceptation de la juridiction. Et dans cette déclaration d'acceptation, les États peuvent exclure certains sujets. Il en est ici, par exemple, la France qui a exclu que l'on puisse évoquer les essais nucléaires, n'est-ce pas? C'était pour éviter la condamnation de ces essais en Nouvelle-Calédonie et tout ça, machin. Les États-Unis ne sont pas partie de la CPI pour beaucoup de raisons. Ont exigé que les soldats américains ne puissent pas être jugés. Donc, écoutez, ça a été un essai à partir d'un constat simple. Si on parle d'un ordre international, en réalité c'est raté, à moins que l'on accepte des réformes structurelles importantes. Et j'ai peur que, quand je dis j'ai peur, peut-être que je suis plutôt content qu'on soit en train, avec cette crise, cette guerre, d'aller vers ce qu'on n'a pas pu obtenir depuis. Parce que je vais vous dire, la réforme de la Charte des Nations Unies est conditionnée par l'agrément des membres permanents du Conseil de sécurité. Vous voyez, et il suffit qu'un seul mette son veto, il n'y a plus de réforme possible. Voilà la réalité. Or, avec ce qui est en train de se passer, vous voyez très bien que c'est tout simplement anormal que du jour au lendemain, sur la base d'un conflit, le monde a connu beaucoup de conflits. Les États-Unis ont déversé près de 300 000 tonnes de bombes chimiques au Vietnam. Il n'avait pas été question à l'époque de les suspendre de ceci, de les sanctionner de cela. Les gens ont complètement détruit la Libye.
Ils sont intervenus en Serbie sans le consentement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'était ouvert, personne n'a sanctionné quoi que ce soit. Ils ont bombardé sans discrimination l'Irak. Ils ont déclenché la guerre le 23 mars contre l'Irak sans aucune autorisation du Conseil de sécurité. En Libye, d'ailleurs, il y a eu une violation du mandat. Voilà, c'est ça. Et donc, personne n'a jamais dit faut suspendre, faut faire ceci, faut bloquer les réserves. Non, on vit une situation extrêmement à la fois dangereuse et agréable. Agréable parce que ça nous a permis de comprendre en réalité que c'est un jeu de dupes. Il n'existe même pas de marché monétaire international. Il n'existe même pas de coopération financière internationale. C'est un jeu de dupes. C'est une association de malfaiteurs, en réalité, qui, à un moment donné, peut décider de faire tourner les banques centrales ou les dépôts des gens selon des règles absolument subjectives. Vous verrez aujourd'hui qu'un pays comme la Suisse, qui était neutre jusque-là, c'est ce qu'on savait, est entré dans la danse, dit nous on sanctionne la Russie, c'est une catastrophe. Donc il n'y a plus de paradis possible dans le monde. Et ce qui est intéressant, et je regrette de le dire, peut-être que les États que l'on considère comme non démocratiques et pas riches vont devenir en fait les pôles financiers très intéressants. Personne ne voit plus aujourd'hui l'utilité d'aller déposer son argent à Londres ou ses bijoux en or, ni à Paris, ni à Amsterdam, ni à New York. C'est fini pour ces places financières, elles sont mortes là, terminées. De la même manière, le dollar comme monnaie de référence dans les échanges mondiaux, c'est terminé, c'est cuit. Et je vous dis quelque chose malheureusement, parce qu'on a vu ce qu'ils sont capables de faire avec leur prééminence. C'est un peu comme si quelqu'un disait le couteau nous appartient tous. Le moment venu, ils tiennent bien le manche, le couteau, en disant voilà, terminé, ça va vous couper tous. C'est une vraie catastrophe et c'est regrettable. Mais quand même, je dois dire que il y a une prise de conscience de ce que ce n'est pas bien, ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Vous voyez très bien en Europe même, la Slovaquie, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, ils ont dit aujourd'hui, même l'Allemagne maintenant, dorénavant, qu'ils ne peuvent pas marcher dans cette situation-là. La Russie, que l'on croyait sanctionnée, s'en sort plutôt très bien. La Russie a réussi à manœuvrer pour installer le rouble dans le centre du commerce international aujourd'hui. Et c'est très fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement la grande leçon, c'est que les États doivent être en mesure de construire des positions qui leur permettent de discuter avec les autres. Ça a été une très grosse erreur. Nous, en Afrique, on est déjà victime de répercussions parce qu'on s'est soumis au blé. Hein, ça, c'est très important. La Russie, c'est 19% des parts mondiales. L'Ukraine, c'est 17%. C'est une catastrophe parce qu'on estime que l'Ukraine ne va pas être en mesure de replanter très vite. Et le peu qu'ils vont avoir d'un pays exportateur, ils vont se retrouver en train de vivre sur l'aide. Alors que la Russie, dont les stocks n'auront pas été touchés, elle va faire un chantage fou, ils ont commencé. Donc ils vendent tout en roubles. Des pays comme la Hongrie, c'est 100% de gaz, de charbon et de pétrole russe. Vous ne pouvez pas leur demander, la Bulgarie, la même chose. Donc, dans ce qu'on a appelé un front uni contre la Russie, un front uni pour faire pression pour que la guerre s'arrête, c'est un tort. Au fond, on était sur la discussion ou le repli dans le contexte dans lequel nous oui, nous situons. alors là, en termes de... D'abord, il n'y aura jamais de repli dans le monde.
C'est pas possible aujourd'hui. On a tellement disséminé la technologie, on a tellement universalisé la pensée, on a tellement émancipé les peuples et on a tellement élargi le champ des connaissances et les horizons du savoir qu'il devient impossible aujourd'hui de mettre des cales, de compartimenter ou alors tout simplement de restreindre le champ de la coopération et des rapports entre les individus, d'une part, entre les nations, d'autre part. C'est pas possible. Okay. Donc, ce que je vous dis, c'est faut même pas envisager ça une seule seconde. La réalité, c'est vous êtes en train de le constater aujourd'hui, c'est que les pays qui vont rester dans une mentalité rétrograde d'exclusion, à la limite même de sanctions ou de marginalisation d'un autre ou d'autres pays vont souffrir beaucoup plus de conséquences que les pays que l'on était censé en réalité attaquer, viser, détruire ou humilier. Je pense qu'on se rend très bien compte aujourd'hui que au-delà de la vente des armes, les États-Unis se sont tirés une balle dans les pieds parce que l'Europe des peuples va se réveiller et cette Europe est déjà en train de se réveiller pour se dire, mais au fait, qu'à cela ne tienne, les États-Unis c'est à 10 000 km de là, la Russie c'est à côté, la Russie c'est pratiquement un pays européen, on ne voit pas par quelle alchimie est-ce qu'aujourd'hui on nous demande de restreindre ou de mettre fin à nos relations avec la Russie. C'est quelque chose qui va de soi. Il y a une continuité territoriale entre la Russie et les pays qui font partie de cette incongruité, cette inadéquation qu'on appelle autant aujourd'hui ici. À mon avis, ça ne correspond à rien. C'est une alliance, une construction belliqueuse, née dans la haine, née dans des idées belliqueuses, qui n'auraient jamais dû continuer à exister dans un monde civilisé, dans un monde où on aspire à construire des moyens et des voies pour une coexistence pacifique. C'est une hérésie en réalité. Ça va mourir de sa propre mort. Bien, j'aime bien que l'on essaie de convaincre quelques pays d'acheter des armes américaines. On parle d'un avion F-35 qui serait machin, qui serait ceci. C'est un outil comme un autre. Vous fabriquez un tournevis aujourd'hui que vous estimez extrêmement important. 2 jours après, il est obsolète. Ce qui avait motivé beaucoup la guerre en Serbie, je peux vous le dire, les États-Unis voulaient absolument essayer de nouveaux avions. Un de ces nouveaux avions qu'on disait furtif, impossible de détecter, a été abattu dès les premiers jours de la guerre. Dis bien, descendu. C'était une grosse honte. Donc, ces choses-là, je crois que il faut beaucoup les relativiser. Il n'y aura jamais de repli, simplement parce que le téléphone que vous utilisez ou l'ordinateur que vous utilisez, en réalité, n'appartient plus à personne. Chacun peut rentrer dedans, chacun peut le modifier, chacun peut même en créer de similaires. Même à distance d'ailleurs. Même à distance. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude pour ces choses-là. Ce que la presse écrit pour animer la galerie, pour accélérer, radicaliser, cultiver, étendre la haine, à mon avis, ne me semble pas de nature à troubler
de façon définitive et permanente l'évolution du monde vers une grande expansion des rapports humains, des rapports entre les nations, et surtout vers la résolution des conflits. Il n'existe pas de conflit qui ne trouve pas, ou qui ne trouverait pas une solution. Moi, je suis convaincu que même les deux Corées finiront un jour par se réunifier. L'Allemagne s'est réunifiée, on a beaucoup d'autres. C'est vrai qu'entre-temps, on a des dissensions, on a le Soudan qui s'est divisé, mais ce sont des épiphénomènes. L'avenir du monde tient en un élargissement des rapports dans une très grande complicité avec l'implication des citoyens ou des peuples distincts en termes anthropologiques, en termes de valeurs, et non pas vraiment l'inverse. C'est pour cela qu'en faisant le saut sur ce qui concerne la plupart des pays africains, que ce soit le Mali, le Cameroun ou le Sénégal, ainsi de suite, les conflits latents qui sont internes et posent le problème de l'autonomisation de certaines franges de la population ou de certaines régions finiront forcément par trouver une solution dans des formes de fédéralisme avancées. Voilà. Et parlant de l'avenir, puisque vous en faites cas, ces chefs d'État qui tiennent des propos durs vis-à-vis de la Russie, cette forme de stigmatisation avec des accusations que la Russie nie d'ailleurs, est-ce que ça augure un avenir coopératif entre les États? Oui, écoutez, ça fait partie du jeu. Vous avez entendu la plus grosse intoxication de l'histoire, c'est les armes de destruction massive fantomatiques sur la base desquelles les États-Unis sont intervenus en Irak. Vous avez vu le débat au Conseil de sécurité, Colin Powell, paix à son âme, montrant des photos de satellites et tout, pour impressionner le tiers-monde et les pays qui n'ont pas de satellites. Voyez, c'est la preuve, les armes sont là, des cartes bizarres. Non, je crois qu'il y a comme toujours des débordements. Il faut savoir en toute chose éviter les excès. C'est pour cela que j'ai aimé, d'ailleurs, j'ai écrit à l'ambassadeur de France au Cameroun. J'ai d'ailleurs envoyé des copies à d'excellentes personnes que j'ai en Europe, partout, même en France, pour lui dire que je félicitais le président français pour ses observations sur la nécessité d'éviter des excès de langage, parce que après tout, on parle à un État, un grand État, on parle à un peuple avec qui on va coopérer à l'avenir, avec qui on va dialoguer, avec qui on va négocier. Pour négocier, il faut être deux. Les propos du président américain sont d'une saleté et d'une vacherie inacceptable sur le plan diplomatique. Ça ne se fait pas. Il avait commencé par dire que Poutine c'est un tueur. Si on voit ce que les États-Unis ont fait dans l'histoire de l'humanité, c'est effrayant. Mais les États-Unis sont un grand peuple, les Américains sont un grand peuple, constituent un grand peuple, les États-Unis une très grande nation. Il faut respecter les uns et les autres. Et nous l'avions dit, Trump avait beau avoir son caractère, c'était le président des États-Unis. Il avait été élu par les Américains, pour les Américains et pour les intérêts des États-Unis. Sarkozy l'a dit à Dakar, je suis le président de la France, élu par les Français. Vous, Africains, faites le vôtre. Nous négocierons avec qui vous nous enverrez. C'est-à-dire que c'est malvenu pour un chef d'État, un autre chef d'État, d'attaquer Poutine. On peut parler de ce qu'il fait, on peut parler de la Russie, mais insulter personnellement le président d'un pays comme ça, qui ont perdu des millions et des millions de personnes pour sauver l'Europe pendant la Deuxième Guerre, c'est malvenu. Les sondages montrent que les Russes aujourd'hui sont à près de 90% derrière leur président. Je ne sais pas si vous avez relu son discours, mais c'était assez cadencé, assez solide, assez fort
sur le plan argumentaire. Et c'est un argumentaire aujourd'hui qui est repris par des milieux les plus avisés aux États-Unis et en Europe. C'est un argumentaire qui existait même déjà. De très grands noms de la stratégie mondiale comme Brzezinski, polonais d'origine juive, Henry Kissinger, un des plus impressionnants ministres des Affaires étrangères de l'histoire contemporaine américain. Beaucoup d'autres avaient prédit cette guerre, l'ont vu venir. Même ma petite personne, je l'ai pratiquement prévu dans plusieurs ouvrages. Donc je pense que sur la base de ce qu'un État dit, je vous l'ai dit tantôt, je défends les intérêts de mon pays, je préserve nos frontières, je préserve notre survie. Et je regrette que ça fasse des morts, fait partie du jeu et des enjeux. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Et je crois que quand on jugera assez froidement, on analysera cette guerre, le président actuel de l'Ukraine, en premier, les États-Unis en second, les Européens troisièmement, assumeront des responsabilités terribles. D'abord le président ukrainien parce que, bon, vous savez bien qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État fomenté par l'Occident. Ils ont renversé un gouvernement qui était légitimement élu, Poroshenko. Aujourd'hui, les preuves s'accumulent sur le fait que depuis 30 ans, 90, les États-Unis étaient actifs en Ukraine pour essayer d'attaquer la Russie, de se préparer contre la Russie, d'intimider la Russie. Justement, d'où ma question, prof. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu cette guerre? Mais sinon, sûr, comment comprendre comment est-ce que l'Ukraine n'a pas appliqué les accords de Minsk? Bien sûr qu'ils ont voulu cette guerre. Il y a une expression qui est très à propos. C'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Cette dame, elle a l'art de parler toujours correctement. Elle a dit les États-Unis ont utilisé l'Ukraine comme un bélier contre la Russie. C'est vrai, parce qu'on découvre aujourd'hui que des tonnes et des tonnes d'armements sophistiqués étaient livrés à l'Ukraine depuis. Vous ne pouvez pas, on dit, on est en pleine guerre pour une raison précise, et vous continuez à aggraver les causes de cette guerre. Chaque jour, on monte les armes sophistiquées qu'on va envoyer à l'Ukraine. Ils sont loin. La Grande-Bretagne et les États-Unis ne sont pas à côté. Ils apportent des armes sophistiquées, mais l'Ukraine a une continuité territoriale avec la Russie. En attendant, toutes les grandes villes ukrainiennes sont détruites. Toutes les grandes industries sont détruites. Tout est à terre. Quel est ce président qui ne voit pas cette affaire-là? C'est une simple question de neutralité qu'on lui demande d'accepter. C'est une bêtise. Et ce qui va très probablement se passer, et qui s'est même déjà passé, l'Ukraine va perdre le 1/3 de son territoire. C'est clair et net aujourd'hui. La Crimée, n'en parlons plus. Le Donbass et tout ça, c'est perdu. Il n'y a plus rien à faire. C'est des choses qu'on aurait pu éviter. On a dit, on vous donne les armes. Écoutez, vous avez vu ce qui a été abandonné en Irak? Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'armes, des véhicules flambants neufs, tout. Des armes de tout type sont partis en essence à derrière. Un peu comme pour dire, le magasin était trop plein aux États-Unis, on allait créer un autre magasin en Ukraine. Non, en Afghanistan, on veut faire la même chose en Ukraine. Oui. Or, ce qui est effrayant aujourd'hui, c'est que dans le contexte d'une guerre généralisée, l'Ukraine va disparaître. On vous parle des forces et tout, mais en réalité, la Russie s'est beaucoup retenue. Les armes les plus sophistiquées n'ont pas été utilisées. Si on prend les missiles hypersoniques, elles n'ont été utilisées qu'à 2 reprises. Pour dire attention, on peut frapper n'importe où quand on veut. Et
Ils ont dit dès le départ, l'objectif n'était pas d'occuper l'Ukraine. Ils ont occupé toutes les petites villes autour de Kiev pour faire pression sur le gouvernement. Et quand les négociations ont commencé, ils ont dit, puisque c'est là-bas qu'il y a le gouvernement central qui doit décider et affirmer des positions dans la négociation, nous on se retire de Kiev, on se retire de quelques autres grandes villes, mais ce qui n'est pas négociable, ce sont les partis russophones. Et à ce moment-là, les forces russes se sont repliées. Donc, je crois que il faut bien comprendre la mécanique aujourd'hui. On a trompé l'Ukraine, en réalité. On a trompé, mais lourdement, l'Ukraine. Et en termes d'acquis, la Russie a eu tout ce qu'elle obtenait. Pratiquement tout. L'Ukraine sera neutre. Sa sécurité sera garantie par un accord international. Cette fois-ci, pas simplement les grandes puissances, mais avec les puissances régionales. Des pays qui seront sortis grandis dans cette affaire, c'est par exemple Israël, qui dès le départ a dit non, on ne s'y met pas, il faut négocier parce qu'il y a un problème. Il est démontré effectivement qu'il y a des bandes nazies en Ukraine qui composent même des brigades dans l'armée. Et ce n'est pas Israël qui est un État d'héritiers, de victimes du nazisme qui va soutenir l'Ukraine. Il y a la Turquie qui a dit non, monsieur OTAN, on a beau être dedans, on ne marche pas comme ça. C'est très important. Si vous analysez très bien, la Turquie est devenue même pas simplement une puissance régionale aujourd'hui, mais une puissance mondiale. Vous prenez le cas d'Afrique, j'écris c'est une partie du livre que je suis en train d'écrire sur l'inéluctabilité de la fin de l'influence française en Afrique. La Turquie a déjà autant d'ambassades en Afrique que la France. C'est très important, autant de représentations diplomatiques. Et elle est en train de mettre en place une mécanique de financement de projets qui bientôt va certainement être deuxième après ceux de la Chine. Il faut bien comprendre, c'est pas un pays... Il y a 20 ans en arrière, c'était des pays qui marchaient à la baguette des États-Unis. C'est terminé. Voilà la réalité aujourd'hui. Alors c'est pour vous dire, non, il ne faut pas être pessimiste, si vous voulez. L'histoire des nations est faite de guerres qui jouent le rôle d'un organisateur sur un échiquier. Les pions ne peuvent pas rester au même endroit pendant 10 ans, 15, 20 ans. Et vous voyez, n'importe quel géostratège vous dira tous les 10 ans, il faut avoir une grande guerre. Ça permet de tester les nouveaux systèmes d'armement, les nouveaux systèmes d'armes. Ça permet de recadrer et de réordonnancer les rapports de force entre les États en fonction de ce que les États sont devenus. Ça permet également de générer des perspectives pour de nouvelles normes et de nouvelles alliances. À la fin de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, que l'on reproche beaucoup aujourd'hui à Gorbatchev, la Russie était à terre, il n'avait plus rien. Ses armes étaient complètement obsolètes. On montre des images, par exemple, des bases de sous-marins où tout est rouillé. En 30 ans, la Russie a refait tout le chemin et créé, y compris les systèmes d'armes qui n'existent pas en Occident. C'est pour vous dire la mécanique des États, si vous voulez, et pour vous montrer pourquoi, en réalité, on ne peut plus avoir une grande guerre, contrairement à ce que les gens racontent. Oui. Ce n'est pas possible, si vous voulez. Les États se neutralisent et elles comprennent très bien la nécessité, voire même l'urgence qu'il y a à un moment donné de réorganiser les pions, de bien restituer les jeux et les enjeux, de redimensionner leurs intérêts et de refaire les alliances. Et ces alliances sont aujourd'hui complètement refaites. Il n'y a que les États-Unis qui ne perçoivent pas ça. C'est effrayant.
Quand le président américain dit on va exclure la Russie du G20, mais il a perdu complètement la tête. Les Américains sont minoritaires dans le G20. Dans le G20, les Américains sont minoritaires. Et vous savez d'où vient le G20. Le G20 a été créé justement pour contrer les États-Unis. L'Amérique avait fait créer le G20 pour appeler au secours en réalité. C'est en 2008, lorsqu'il y a la crise hypothécaire aux États-Unis, le subprime, et que Lehman Brothers tombe complètement, Obama est au pouvoir, on voit les limites du système libéral. L'Amérique est obligée d'intervenir pour dire la loi des marchés, c'est à côté, ça c'est des histoires. Parce que toute l'économie s'effondrait. Et c'est comme ça que rapidement on va à la retraite. Les pays qui composent à peu près 80% du PIB mondial sont appelés en réunion. Voilà comment on constitue le G20. En réalité, c'était pour sauver le système capitaliste, sauver le dollar, sauver les États-Unis. Voilà l'émanation du G20. Et dans le G20 aujourd'hui, je regrette, les États-Unis sont de très très loin minoritaires. C'est d'abord la Chine, et les pays comme l'Inde, la Russie, et ainsi de suite. Quand on les met ensemble, les États-Unis sont minoritaires. S'ils avaient compris quelque chose, ils se lèveraient pas aujourd'hui pour dire il faut exclure tel pays du G20. Mais c'est dépassé ça. Et cette politique du canon aujourd'hui ne marche plus parce qu'en réalité, ils ne sont plus ni maîtres des canons, ni conducteurs des principaux canons. Voilà la réalité. Prof, dernière question, s'il vous plaît. La constitution russe a été changée. Poutine a encore la possibilité de là pour 20 ans. Est-ce que l'un des objectifs de la guerre, ce n'est pas de l'évacuer de là? Évacuer qui? Lui, la personne de Poutine. De quelle manière? Peut-être ça va être compliqué de discuter dans les prochains mois, des prochaines années avec lui. Je ne sais pas quel est l'avenir qu'on peut envisager. Est-ce qu'il va continuer à participer aux réunions, continuer à participer? Est-ce que sa personne ne va pas être un problème? Pourquoi? Est-ce que celle de la Chine est un problème? On a révisé la constitution chinoise. Il n'y a plus de cycle à l'intérieur du Parti communiste chinois. L'actuel président a fait réviser ces choses-là. Il peut rester indéfiniment. Et c'est pour ça que je vous disais, aujourd'hui, on se rend compte, je regrette, avec un peu de recul et de cynisme, l'avantage des systèmes autocratiques. Parce qu'ils ont l'avantage de conduire des guerres et la défense acharner leurs intérêts nationaux avec très peu de contestation interne. Voilà la réalité. Et ça, c'est un atout. Discuter avec qui? Les Russes n'ont rien à foutre. Je vous ai dit, Lavrov a dit, on n'ira jamais demander quelque chose à l'Occident. Hier, il y a eu une déclaration entre Cuba et la Russie qui ont dit personne ne se mettra jamais à genoux devant l'Occident, surtout pas nous. Quand vous parlez de discuter avec qui, vous êtes de rester enfermé dans l'idée de le monde s'arrête aux États-Unis et à l'Europe. On s'en fout complètement. Je vous ai dit, moi, je ne suis plus RFI, ça ne me dit rien. Et je n'en suis pas moins informé, je suis même très informé. Et les meilleurs stratèges des questions internationales aujourd'hui vont se recruter au sud, non pas au nord. Parce qu'au nord, ils sont givrés. Je le disais encore à mon excellent ami Mireille à Paris. Ils sont givrés au nord. Ils sont conditionnés, formatés de manière tellement négative que même leur subconscient aujourd'hui trahit une pensée frélatée. Voilà. Nous sommes des penseurs vierges, des observateurs beaucoup plus objectifs aujourd'hui que tout ce qui existe en Europe. On passe le temps à les effrayer. Poutine, c'est le diable, il faut sanctionner. Alors, tout le monde s'est mis derrière. Et maintenant, on est en train de vous dire, en Allemagne, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Ils ont commencé à faire des déclarations, nous on n'est plus dedans parce que la plus grosse industrie chimique allemande a dit, ah non, jamais, c'est une folie. Au début de la guerre, les gens avaient peur de parler. C'est devenu évident. La plus grosse entreprise norvégienne d'engrais a dit, mais vous racontez des bêtises. On ne peut pas. On importe tout de Russie. On ne peut pas. Tous les intrants viennent de Russie. Vous parlez de quoi? Si vous réfléchissez très bien aujourd'hui, c'est un pays incontournable. C'est qu'on apprend maintenant. Complètement, absolument incontournable. Et j'étais en train de vous dire, et de vous donner une précision importante, que le monde est devenu tellement imbriqué, la science et la connaissance, le savoir, tellement
répandue, élargie, assumée et devenue une propriété collective, que toute personne ou tout État, toute nation à qui viendrait l'idée d'exclure quelqu'un d'autre serait la première victime de ses propres turpitudes. C'est ce que nous sommes en train de constater. Vous voyez très bien, la Chine va développer une station spatiale indépendante. La Russie a déjà dit, vous connaissez comment marche la station spatiale actuelle? Non. Les Russes font un côté, les Américains font l'autre. Vous savez comment ça s'appelle? MI. Parce qu'elle a en réalité d'émanation russe au départ. C'est très important. Pour les technologies spatiales, ils sont premiers, de loin. Ils ont dit, les moteurs de fusée, on ne fournit plus aux États-Unis. Terminé. L'Europe qui devait envoyer une soixantaine de satellites, terminé. On ne va pas les envoyer. On se retire dedans. Du coup, ils disent qu'il faut au moins 10 à 15 ans, 20 ans même pour être en mesure de les lancer. D'ici 2, 3, 6 mois, tout le monde reviendra à la table pour dire non, c'était pas comme ça. Bon, quand même, on est tous des frères, on est tous communauté internationale, c'est nous tous. Vraiment, si on fait comme ça, c'est pas bon. On avait parlé un peu trop vite, il faut qu'on revoie ces choses-là. Ben, voilà, dans quelle situation on est. Il y a 10 jours simplement en Europe, essayer de tenir un discours différent, c'était la catastrophe. On disait Union européenne, OTAN, OCDE, Conseil de la sécurité en Europe, main dans la main, on n'a jamais été aussi soudés que jamais. Alors maintenant, les Allemands disent, on ne peut pas, nos entreprises sont en train de fermer. Aux Pays-Bas, on a des rayons qui commencent à se vider. En Italie, on rationne l'huile déjà dans les familles. Et les Italiens ont dit, nous on n'est pas dedans, ça ne marche pas comme ça. Voilà la réalité. Donc, je pense que il y a un jeu de je te fais peur. Si tu as peur, tu prends un coup, tant mieux. Si tu n'as pas peur, bon, je vais revoir un peu comment j'ai marché la stratégie. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et au milieu, tu as un dindon de la farce qui s'appelle l'Ukraine, qui est en train de se laisser matraquer, détruire tout son territoire, simplement pour une histoire de neutralité. Une grosse bêtise. Vous avez des pays qui sont neutres, comme l'Autriche, qui ne s'en portent que très bien. Rien à foutre. On fout quoi avec les armes? Tout ce qu'ils ont réussi dans cette affaire, c'est amener les Allemands à dire, oui, on achète les F-35. Vous savez, le développement d'un avion de chasse coûte extrêmement cher aujourd'hui. Et il faut trouver des clients un peu partout pour amortir les coûts avant de pouvoir produire en série. Le F-35, qui est le dernier bijou américain, leur pose beaucoup de problèmes de financement. Donc ils ont trouvé à crier suffisamment fort, l'Europe doit se protéger, vous avez vu la Russie, Conséquence, ça commande en Suède, ça commande en Suisse, ça commence partout. Là, c'est dans le feu de l'action. Vous allez voir, d'ici quelques jours, ça va être le recul. Ah non, on ne commande plus. Non, ça s'arrête là. Et voilà la réalité. Donc, en résumé, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Les guerres sont utiles dans les rapports entre les nations, parce qu'elles sont des occasions qui permettent de redessiner la carte du monde, de réactiver, de réajuster les rapports de force et surtout de conforter les intérêts dans ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles aspirent à devenir et ce qu'elles n'ont jamais été, ce qu'ils n'ont jamais été en réalité. Voilà ce que je peux vous dire en conclusion. Guerre Ukraine-Russie, non. Guerre entre un vieux monde de vieilles normes impérialistes et des aspirations nouvelles pour des corrections, pour beaucoup plus de justice dans l'édiction des normes et l'organisation des rapports mondiaux. Merci infiniment, professeur Chanda. Chers téléspectateurs, nous espérons vous avoir donné quelques clés pour comprendre cette crise, pour comprendre le prochain monde qui est annoncé dans cette émission. Et nous nous disons à très bientôt sur Africa TV. Merci, professeur. Wonderful, thank you.